Paul Amar, en toute liberté, sur RCJ. Bonjour, dans 2 jours, les Français voteront lors du premier tour de l'élection présidentielle et, si l'on en croit les sondages, placeront en tête de gondole Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Frédéric Dabi, directeur général de l'IFOP, auteur du livre La Fracture publié par les Arènes, nous dira si cette projection lui paraît crédible et évaluera les chances de Marine Le Pen d'accéder au pouvoir le 24 avril, au soir du second tour. Si ces chances sont réelles, Marine Le Pen le devra à un homme qui n'a cessé de l'humilier tout au long de la campagne, mais qui de fait a roulé pour elle en lui permettant de se recentrer. En réhabilitant Pétain, en se réclamant de Céline et Maurras, en confondant islam et islamisme, en lavant, ou plutôt en salissant plus noir que noir, Éric Zemmour a permis à Marine Le Pen d'apparaître par effet de contraste comme une blanche colombe. Étienne Girard, rédacteur en chef à l'Express, auteur d'un livre sur Éric Zemmour, Le Radicalisé, publié par Le Seuil, mesurera la responsabilité du polémiste dans le blanchiment de l'extrême droite en France. Pour peu qu'Éric Zemmour appelle ses électeurs à voter Marine Le Pen le 24 avril, les 2 héritiers de Jean-Marie Le Pen, l'une biologique, l'autre idéologique, se retrouveront unis dans cette volonté de diriger la France et appliqueront, n'en doutons pas, les fondamentaux de l'extrême droite française en cas de succès. Dans cette hypothèse, aurons-nous encore le droit de nous appeler David ou Rebecca, de manger cachère, de porter la kippa, d'enterrer un proche en Israël? Je poserai la question à Élie Korchia et j'imagine la réponse du président du Consistoire central. Il décrira l'état inquiétant de la communauté juive de France, coincée entre le marteau et l'enclume, entre les assassinats islamistes et la privation possible de liberté religieuse. Sombre tableau, je le concède, d'autant plus sombre que cette extrême droite française se montre plus que bienveillante à l'égard d'un dictateur nommé Poutine. Les massacres de civils en Ukraine sont pourtant bien réels et sont considérés comme des crimes de guerre contre l'humanité. Le colonel Éric Emron nous le confirmera. Il a dirigé pendant 3 ans l'Office central de lutte contre les crimes contre l'humanité, les génocides et les crimes de guerre. Son livre, publié par les éditeurs L'Abeille Plomb, La traque est mon métier. Bonjour Emmanuel, merci d'être là avec nous. Shalom à tous. Le terroriste Emmanuel était-il seul ou pas lors de l'attaque hier soir ? Alors c'est une grande question. Oui, il était seul a priori, mais est-ce qu'on peut parler de loup solitaire ? Nous pensons en Israël que, bien évidemment, derrière un homme seul, il y a toute une machine de guerre pour préparer un attentat de cette envergure. Donc on ne peut pas parler de loup solitaire, on peut parler juste d'un homme seul qui agit avec sa mitraillette. Mais derrière lui, c'est le djihad islamique qui était le fourvoyeur de cet attentat. Et qui s'est réjoui de cet attentat hier, qui a fait 2 morts, de nombreux blessés, dont certains graves. Emmanuel, craint-on de nouvelles attaques au premier jour du Ramadan ? Oui, tout à fait. Le pays est en état d'alerte maximale. Le Premier ministre Naftali Bennett a pris la parole ce matin en s'adressant bien sûr aux Israéliens, en tout d'abord présentant ses condoléances aux familles, mais surtout en réconfortant les Israéliens, en les rassurant, en leur disant que tout était mis en œuvre dans tout le pays pour protéger la population. Mais comme vous le savez, c'est extrêmement difficile de prévoir un attentat. Le Ramadan et les prières ce matin à la mosquée d'Al-Aqsa à Jérusalem ont eu lieu puisque le roi Abdallah de Jordanie a fait pression sur le gouvernement israélien pour que les prières ne soient pas annulées sur le mont du Temple. Et donc tout à fait, les forces de l'ordre sont sur le qui-vive. Merci beaucoup Emmanuel pour toutes ces précisions. Bonjour Élie Korchia. Bonjour. Vous êtes le nouveau président du Consistoire central de France. Vous avez, et je vous en remercie, répondu à notre invitation pour réagir à la mort de Jérémy Cohen, dont on va parler dans un instant, et pour évoquer évidemment avec nous l'élection présidentielle. Mais cette actualité israélienne s'est malheureusement invitée avec ce nouvel attentat terroriste. J'imagine aisément votre sentiment, Élie Korchia, ce matin. Bien sûr, Paul, un sentiment d'effroi ce matin et que nous avons eu dès hier soir à l'annonce de cet attentat qui vient à la suite de plusieurs attentats terroristes qui ont été commis en Israël au cours de ces derniers jours. Et effectivement, d'abord, le soulagement pour les Israéliens et les habitants de Tel Aviv qui, ce matin, se sont réveillés en sachant quand même que grâce aux efforts conjugués dans l'urgence par les services de police et de renseignement israéliens, eh bien, le terroriste a été neutralisé après plusieurs heures de recherche. Et puis, évidemment, la pensée qui est ce matin la nôtre, les Juifs de France, vis-à-vis de nos frères et sœurs israéliennes et des 2 victimes et des blessés, dont 3 très graves, comme cela a été rappelé il y a quelques minutes. C'est à elles et eux qu'on pense ce matin.
Merci, on vous retrouve dans un instant, Élie Korchia. RCJ. Paul Amar, en toute liberté, sur RCJ. Terreur en Israël, angoisse en France. La campagne électorale a été impactée ces derniers jours par la mort de Jérémy Cohen, un jeune juif de 31 ans. Une mort considérée dans un premier temps comme un accident, mais devenue suspecte à la suite de la diffusion d'une vidéo. Jérémy Cohen avait été auparavant agressé, Laurence Goldman. Oui, Jérémy Cohen a-t-il été agressé parce qu'il était juif? C'est en tout cas, à ce stade de l'enquête, impossible de l'affirmer, selon Éric Mathey, le procureur de Bobigny, qui s'est exprimé mardi au cours d'une conférence de presse. Il ne ressort pas des témoignages recueillis jusqu'à présent que l'agression ait été commise pour des motifs discriminatoires. Aucun élément ne permet à ce jour d'établir avec certitude que la victime était porteuse, de manière apparente ou non, d'une kippa au moment de la scène de violence. Bien évidemment, tout élément permettant d'établir un motif discriminatoire à cette scène de violence, en particulier antisémite, donnera lieu à une aggravation de la qualification pénale retenue. Et afin de préciser les motifs de l'agression, identifier les coupables et lever les zones d'ombre, le parquet de Bobigny a lancé un appel à témoins. J'invite toute personne détenant des informations utiles à l'enquête à entrer en contact avec les services de police. L'information judiciaire en cours s'attachera à recueillir toutes les preuves utiles afin d'établir la vérité. Le 16 février, peu après 20h, Jérémy Cohen, un jeune homme de 31 ans, est mort après avoir été percuté par un tramway à Bobigny. Quelques secondes avant le drame, il avait été passé à tabac par un groupe de jeunes. Une première enquête est alors ouverte pour homicide involontaire par conducteur. Mais une dizaine de jours plus tard, une seconde enquête est diligentée, cette fois pour violence volontaire en réunion, après qu'une vidéo filmant le drame ait été transmise aux enquêteurs. En déplacement dans le Finistère, Emmanuel Macron a demandé la clarté complète sur ce drame, le chef de l'État qui a fustigé la récupération politique de cette affaire. C'est problématique que ce soit Éric Zemmour le premier politique à se saisir de ce sujet. D'abord, je pense, je salue l'esprit de responsabilité à la fois des parents et de l'avocat. Je pense que les drames humains, il y en a chaque jour, ne doivent pas donner lieu à des manipulations politiques, quelles qu'elles soient. Voilà. Il faut un travail de la justice et de la police. Et l'enquête se poursuit désormais sous l'autorité d'un juge d'instruction et la police judiciaire du département. Et voilà pourquoi je disais que la campagne électorale avait été impactée par ce drame. Oui, à 5 jours du premier tour de la présidentielle, plusieurs candidats se sont emparés de l'affaire. Dans une série de tweets, Éric Zemmour interroge: est-il mort pour fuir les racailles? Est-il mort parce que juif? Marine Le Pen a pointé l'éventualité d'un acte antisémite et demandé l'ouverture d'une enquête parlementaire. Toute la lumière doit être faite sur ce drame, ont de leur côté demandé Valérie Pécresse, Anne Hidalgo, Yannick Jadot et Jean-Luc Mélenchon. Selon Le Figaro, le cabinet d'Emmanuel Macron a téléphoné à la famille à la demande du chef de l'État et a demandé au garde des Sceaux de le tenir personnellement informé. J'ajoute, Paul, que la famille de Jérémy Cohen a appelé hier à la prudence et a rappelé que le caractère antisémite n'était à ce stade pas confirmé. Merci Laurence. Élie Korchia, si nos auditeurs nous rejoignent, je rappelle que vous êtes notre premier invité dans cette émission. Vous êtes le président
du consistoire central israélite de France. Je dois dire que vous êtes aussi avocat. C'est important de le préciser parce que votre expertise nous intéressera. Vous avez été l'avocat des parties civiles pour les drames de Toulouse, de Montauban et pour la prise d'otage de l'hypercacher. J'imagine, Elie Korchak, que vous avez vu la vidéo ? Oui, bien sûr. Une vidéo qui est horrible, hein, qui fait peur, qui fait froid dans le dos. J'allais vous dire, après avoir entendu ce qui a été indiqué par Laurence Goldman, que j'ai un double sentiment ce matin devant vous. Le premier, c'est en tant que responsable de la communauté juive, en tant que dirigeant communautaire de cette communauté juive de France. Le sentiment est un sentiment de proximité, évidemment de soutien très fort vis-à-vis de la famille de Jérémy Cohen et évidemment vis-à-vis de ce jeune de 31 ans qui est mort dans des conditions effroyables, percuté par un tramway, mortellement percuté, après avoir été agressé, violenté par ce groupe de personnes. Et puis le deuxième sentiment que j'ai, c'est en tant qu'avocat, parce que en tant qu'auxiliaire de justice, je sais, et avec toute la déraison qu'il peut y avoir, toute la passion qu'il peut y avoir dans une fin de période électorale, avec des récupérations, des instrumentalisations possibles, je sais que la famille a eu raison hier, comme l'avocat, mon confrère Serfati, qui les assiste, a eu raison de le dire à la télévision dès lundi soir. Il faut faire attention sur ce type de dossier. Parce que si le juge d'instruction qui est chargé de cette enquête maintenant, eh bien, récolte des éléments, et que dans 15 jours, dans 3 semaines, dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois, nous voyons que ce n'était pas du tout une agression antisémite. Je ne sais pas si ce jeune homme connaissait certains de ses agresseurs, et j'espère évidemment avant tout à votre antenne aujourd'hui que les agresseurs vont être arrêtés, qu'ils vont être poursuivis et condamnés, s'il y a lieu, évidemment, pour les faits qu'ils ont commis. Mais je ne sais pas s'il connaissait les personnes qui l'ont agressé, s'il ne les connaissait pas du tout, et qui se promenaient tranquillement dans la rue à Bobigny, et qu'il a été agressé par des inconnus. Alors, nous ne le saurons que par l'enquête, évidemment, qui est confiée au juge d'instruction. Tout à fait, l'enquête le dira, le caractère antisémite n'est pas avéré, bien qu'une kippa ait été trouvée sur les lieux du drame. Sur lui, mais le lien, même indirect, entre l'agression et la mort de Jérémy Cohen est avéré. Bien évidemment, c'est une agression qui a ensuite entraîné, c'est les violences volontaires, ayant entraîné la mort sans intention de la donner. D'un point de vue juridique, nous savons bien que s'il a été percuté, Jérémy Cohen, par le tramway, c'est parce qu'il s'enfuyait après avoir été agressé. Dans quelles conditions ? Comment, évidemment, ça c'est l'enquête qui va le déterminer. Ce n'est pas la même chose quand on connaît quelqu'un ou quand on se fait agresser dans la rue par des gens qu'on ne connaît pas et qui vous ont agressé, je dirais, en quelques secondes. Ce n'est pas la même chose quand on avait une kippa sur la tête et quand on n'avait pas de kippa sur la tête. Il y a un certain nombre d'indices qui devront être pris en considération par le juge d'instruction. Donc, proximité avant tout vis-à-vis de la famille et en mémoire avec ce jeune dont la mort nous a tous profondément choqués. Et ensuite, d'un point de vue juridique, je dirais, prudence, tant que nous n'avons pas les éléments qui seront recueillis par le juge d'instruction. Alors je retiens ce mot que vous prononcez, prudence. Comment avez-vous réagi au fait qu'Éric Zemmour ait parlé publiquement sur TF1 le soir de son invitation de ce drame? Écoutez, à partir du moment où la famille et le père de Jérémy Cohen avaient contacté Éric Zemmour, il était évident qu'il y allait avoir une récupération politique de cette situation et de ce drame. Ce qui est toujours malheureux lorsqu'on est comme ça confronté à un drame humain face à des parents, face à une famille qui ont perdu leur fils de 31 ans. Ce qui est terrible, c'est effectivement de voir cette récupération politique, mais par les uns ou par les autres. Cette récupération politique, en l'occurrence que vous soulevez, effectivement, c'est regrettable parce que je pense que dans le débat public, dans le débat démocratique, surtout à quelques jours de l'élection, du premier tour de l'élection présidentielle, on n'avait peut-être pas besoin de ce type de récupération, surtout à un moment donné où l'enquête et l'instruction démontreront ou pas s'il y a un caractère antisémite. Et je le dis à nos auditeurs qui nous écoutent, ça n'est pas neutre si je le dis, je n'oublie pas que pour avoir suivi de très près ce dossier, moi-même, qu'Éric Zemmour avait été attaqué par la famille de Sébastien Selam, qui lui avait reproché son comportement. Il n'avait manifesté aucune empathie, pour ne pas dire plus. Et je parle à l'avocat des parties civiles de l'attentat de Toulouse. On sait ce qu'il a dit sur la famille Sandler. Donc la récupération politique de ce drame-là est pour le moins suspecte. Nous avons dit, et j'ai dit, vous le savez bien, Paul Amar, ce que j'avais à penser des déclarations qui avaient été faites
par le candidat Éric Zemmour par rapport aux enfants Sandler et par rapport au fait qu'ils avaient été enterrés à Jérusalem. Je n'en redis pas plus. Vous connaissez mes positions à ce sujet et je ne laisse jamais rien passer lorsqu'il y a des déclarations qui sont faites qui, pour moi, ne font pas honneur au débat public. La question s'adresse au président du consistoire central. Si Marine Le Pen est élue, ce qui n'est plus exclu, nous en parlerons tout à l'heure avec Frédéric Dabi, avec l'aide d'Éric Zemmour, nous en parlerons avec mon confrère Étienne Girard. Alors, vous vous appelez Élie, vous changerez de prénom. Non, maître. je ne changerai pas de prénom. Je ne changerai pas de prénom. Je ne sais pas si vous mangez cachère, mais vous continuerez de pouvoir manger cachère. Et je continuerai à manger cachère et j'espère bien continuer à mettre la kippa lorsque j'irai à la synagogue et lorsque j'en reviendrai le Shabbat ou lorsque je viendrai dans ce studio de radio pour parler comme président du Consistoire de France sans avoir, je l'espère, à subir une contravention dans la rue. Non, je crois que la liberté de pratique religieuse, la liberté d'exercer notre culte, qui est au cœur des principes de la République française et de notre Constitution, rappelons-le à toutes celles et ceux qui nous écoutent. Ce principe ne doit pas être combattu, ne doit pas être battu en brèche comme il l'est actuellement par plusieurs personnes qui se réclament toutes, reconnaissons-le, de partis extrémistes et qui, dans notre pays, voudraient restreindre. C'est ça l'enjeu de notre question et de votre question, Paul Amar. C'est certaines personnes qui voudraient restreindre la liberté d'exercer notre culte et notre pratique religieuse, ce qui n'a jamais été remis en cause depuis des décennies et plusieurs siècles. Et là, on est dans une période où, effectivement, de par l'affaiblissement, voire même l'effondrement de certains partis traditionnels, et on le voit bien dans cette campagne, ça avait déjà commencé en 2017, mais alors là, on a atteint des degrés qu'on n'avait jamais atteints en 2022, eh bien, l'effondrement de ces partis traditionnels ont permis, non pas l'éclosion, mais l'approfondissement des thèmes des partis populistes. Et effectivement, la liberté religieuse, la liberté d'exercer son culte est aujourd'hui en danger. Et en tant que président du Consistoire israélite de France, je tiens à rappeler ce principe qui doit nous permettre, vous l'avez rappelé notamment, de continuer à pouvoir manger cachère dans notre pays, normalement, avec un abattage rituel qui s'est toujours passé tout à fait normalement avec les sociétés d'abattage. Vous savez que le grand rabbin Fison travaille avec nous, avec le grand rabbin de France, avec moi-même, sur ces questions. Et nous avons été reçus il y a quelques jours par le président du Sénat, Gérard Larcher, au Sénat, pour parler justement de la liberté de culte, la liberté de pouvoir continuer à manger cachère, l'abattage rituel, et nous avons parlé aussi de cela dans le cadre de la loi pour les principes confortant les principes de la République, qui avait été dite loi contre le séparatisme. Et bien tout ça, c'est au cœur de la campagne électorale, mais ce sera aussi au cœur des préoccupations des citoyens juifs de ce pays au lendemain du premier tour. Laurence ? Oui, nous suivons très près sur RCJ les conversations, les échanges sur les réseaux sociaux et notamment sur Facebook. L'émotion, l'émoi, le désarroi, même après la révélation de cette affaire Jérémy Cohen est perceptible. Mais on sent également que certains de nos co-religionnaires vont céder aux douces sirènes de vote en faveur de l'extrême droite, en particulier pour Éric Zemmour, surtout depuis le début de la semaine et son engagement dans cette affaire. Est-ce que vous, en tant que président du Consistoire central, vous avez un message à adresser à la communauté juive 2 jours avant le premier tour ? Écoutez, moi j'ai toujours été clair, je n'ai jamais varié dans ma position et je la redis aujourd'hui à votre micro, Paul Amar. Il n'y a pas de vote juif. Je ne crois pas au vote juif. Et je veux le redire à votre antenne, parce que ceux qui pourraient penser, et celles et ceux qui nous écoutent ou d'autres, qui pourraient penser qu'il y a un vote juif, se trompent. Qu'il y ait eu des personnes, et qu'il y ait des personnes qui puissent être séduites par le discours d'Éric Zemmour ou d'autres candidats à cette élection, ça se comprend, parce qu'on en connaît, on en voit autour de nous. Mais c'est le cas dans la société française tout entière. Cette campagne et cette candidature d'Éric Zemmour a rebattu certaines cartes. D'ailleurs, on nous a parlé de la recomposition de la droite. Ça n'a pas été une recomposition de la droite jusqu'à ce jour. On est à la veille du premier tour. Ça a été une recomposition de l'extrême droite sur l'affaiblissement d'ailleurs du parti Les Républicains. C'est ça ce qu'on est en train de vivre. Donc, que vous ayez des citoyens français, qu'ils soient juifs ou non. Mais effectivement, vous l'avez dit, quand on a un candidat qui s'appelle Éric Zemmour, il fallait s'attendre à ce qu'il y ait des candidats, évidemment, un candidat notamment qui puisse drainer plus de voix au sein de la communauté juive. Je ne suis pas autiste, j'en ai bien conscience. Mais ce qu'il faut redire, c'est qu'il n'y a pas de vote juif, que ceux qui veulent voter votent pour qui ils veulent, et je pense même que c'est contre-productif de vouloir donner des consignes de vote. Parce que si je disais aujourd'hui une consigne, eh bien, il n'y a pas pire
comme consigne, je dirais. Donc respectons le vote des Français au premier tour pour les candidats pour lesquels ils auront voté, mais avec 2 consignes, si vous le permettez. Là, pour le coup, allez voter. Ne pas être abstentionniste, parce que quand on a la chance de pouvoir voter, il faut le faire dans une démocratie comme la nôtre. Et puis deuxièmement, faisons très attention aux extrêmes, parce que si on a un message à faire passer quand même, c'est qu'on a toujours vu que lorsque des partis extrémistes ou populistes sont arrivés au pouvoir, on sait ce qui s'est passé plus tard, ça n'a jamais donné rien de bon, et notamment pour les Juifs dans les pays qui les fréquentaient. Merci beaucoup, Élie Korchia, pour cette contribution à ce débat à 2 jours du premier tour de l'élection présidentielle. Nos prochains invités, Frédéric Dabi, directeur général de l'IFOP, Étienne Girard, rédacteur en chef à l'Express. Ils nous parleront justement de l'inexorable ascension de l'extrême droite en France, une extrême droite désormais plurielle, mais en apparence seulement. Paul Amar, en toute liberté, sur RCJ. Quelle est la principale force politique aujourd'hui en France? L'extrême droite. J'ai bien dit l'extrême droite. Si l'on additionne les intentions de vote en faveur de Marine Le Pen, Éric Zemmour et Nicolas Dupont-Aignan, on obtient ce résultat impressionnant, près de 35% des voix. Avant le centre, incarné par Emmanuel Macron, la gauche dispersée et l'écologie en difficulté. Et dans ce trio qui rêve d'exercer un pouvoir autoritaire en France, c'est la fille d'eux qui s'impose, Églantine Delalleux. La tortue Marine Le Pen arrivera-t-elle à rattraper le lièvre Emmanuel Macron? C'est en tout cas une théorie bien réelle. Mais pour comprendre cette remontada, rappelez-vous, le 3 mai 2017, Marine Le Pen sort humiliée de son débat de l'entre-deux-tours face à Emmanuel Macron. Monsieur Montebourg refusait que SFR, précisément, soit vendu à Monsieur Drahi. Et le jour où Monsieur Montebourg a été remplacé par vous, Monsieur Macron, eh bien, immédiatement, vous avez signé la vente. C'est le groupe Vivendi qui l'a vendu. Ne dites pas de bêtises. Oui, cherchez dans vos dossiers. Vous feriez bien oui, je vais vous retrouver vérifier, ça mais immédiatement et vous allez voir que vous allez être en difficulté une fois de plus. Je connais un peu les dossiers. Janvier 2015, devant l'Assemblée, j'ai pris la décision. Pour Alstom, vous avez dit à Monsieur Dupont-Aignan, c'est pas moi. Mais on parle d'Alstom. Janvier 2015. On peut rentrer, si vous voulez, dans l'intimité du dossier. Vous n'allez pas tenir longtemps parce que, comme vous les confondez les uns avec les autres, il y en a un qui fait des téléphones et l'autre, ça n'a rien à voir. Il fait à la fois des turbines et du matériel industriel. C'est pas la même chose. Un naufrage selon des cadres de son parti qui amèneront plusieurs têtes à quitter le FN, comme Marion Maréchal, partisane d'une ligne plus identitaire, et Florian Philippot. Elle sera donnée finie après cet échec du second tour, mais ces dernières années, la fille de Jean-Marie Le Pen a patiemment remonté la pente, lissé son image et recentré son discours. Au point de rebondir après avoir été gêné par Éric Zemmour. L'irruption à l'automne d'un autre candidat d'extrême droite l'a au début pas mal affaibli. Éric Zemmour l'a talonné même dans les sondages, sans compter la fuite d'anciens FN qui ont rejoint les rangs du polémiste, parmi lesquels Marion Maréchal ou encore son ancien vice-président Nicolas B. Mais face aux positions radicales et clivantes d'Éric Zemmour, Marine Le Pen s'est finalement recentrée et a axé sa campagne sur le pouvoir d'achat, préoccupation majeure des Français. Donc une dynamique favorisée justement par ce changement de stratégie. Après son débat traumatisant en 2017 où elle était agressive, la candidate ne s'énerve plus face aux journalistes. Elle encaisse poliment et exprime calmement son programme. Elle ne participe plus aux polémiques stériles mais privilégie le terrain. Une image lisse et adoucie qui sera aussi accentuée par sa passion pour les chats. Vous avez 6 chats, c'est ça? J'ai 6 chats, oui. Donc les 6 iront à l'Élysée. Exactement. Plus en descendant. Le parc est grand. Et plus les bébés qui feront, puisque vous savez, je suis éleveuse de chats. Je dépends du ministère de l'Agriculture comme vous, hein, même si on ne fait pas exactement donc là, il y a une vraie le même travail, quoique. Hein. Et les noms de vos 6 chats, vous les connaissez tous, les noms? Je connais les noms de mes 6 chats, vous plaisantez, j'espère. Non, allez, allez-y. Jazz, Paloma, Chadé, Chalimar, Oural et Piccolina. Eh bien, c'est là-dessus que nous terminerons ce Face au GG. C'est ça, et puis mes confrères devraient quand même relire le programme, non? Selon la Fondation Jean Jaurès, Marine Le Pen a durci son programme depuis 2010. Par exemple, elle prévoit pour 2022 d'inscrire dans la Constitution la priorité nationale. C'est-à-dire que, par exemple, elle pourrait interdire par une simple loi tout type d'emploi aux étrangers. Selon le professeur de droit constitutionnel Dominique Rousseau, c'est une restriction plus forte que les lois de Vichy qui interdisaient l'accès de certaines professions aux juifs. Merci Églantine. Bonjour Frédéric Dabi. Bonjour, j'espère que vous nous entendez. Frédéric... Oui, très bien. Ah, très bien, bonjour. Vous êtes le directeur général de l'IFOP. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes le co-auteur, je dois le dire, avec Stuart Shaw, du livre publié par Les Arènes, La Fracture, un livre sur l'état de la jeunesse française. On en parlera dans un instant. Alors, à 2 jours du premier tour, quel est l'état de l'opinion, Frédéric Dabi?
Alors, l'état de l'opinion, la question qui se pose, cher Paul Amar, c'est est-ce que les Français vont aller voter dimanche prochain? On est dans une campagne qui a été très étrange, qui a été d'abord phagocytée par le Covid en janvier et février, puis qui a été percutée et anesthésiée par l'agression russe en Ukraine. Et quand on regarde le niveau d'intérêt pour cette campagne, on a quelque chose d'historiquement bas. Pour vous donner un exemple, on a 25 points de moins par rapport à 2017, qui avait été une campagne, vous vous en souvenez, suscitant beaucoup d'intérêt, une véritable effervescence pour Nicolas Sarkozy, Ségolène Royal, voire pour François Bayrou. Et là, on se dit peut-être que le record d'abstention du 21 avril 2002 sera peut-être égalé, peut-être battu, ou en tout cas, on avoisinera un taux d'abstention particulièrement élevé, ce qui voudra dire qu'au soir du 10 avril, on peut le dire peut-être sans crainte, le premier parti de France sera non pas celui qui arrivera, ou celle qui arrivera en tête, mais le parti des abstentionnistes. À qui cela pourrait-il profiter, Frédéric Dabi? Alors, si l'abstention est très forte, cela va gêner Marine Le Pen et un degré moins de Jean-Luc Mélenchon, c'est-à-dire des candidats qui ont des électorats populaires. Mais en tout cas, ce qu'on peut quand même dire, on ne va pas être sur l'étiage et le niveau des régionales, 67% d'abstention qui avait complètement désarçonné ou diminué les intentions de vote en faveur de Marine Le Pen. Ça sera sans doute une érosion plus qu'un changement de donne, même si, pour la première fois peut-être pour une élection présidentielle, on va constater un différentiel de mobilisation entre des camps, des catégories qui se seront plus déplacées par rapport à d'autres. Pour autant, confirmez-vous ce qui apparaît comme l'irrésistible ascension de Marine Le Pen dans ces dernières semaines? Clairement oui, il faut dire les choses. Elle fait pour les Français la meilleure campagne. Elle bénéficie d'une dynamique assez impressionnante. Elle a gagné 6 ou 7 points depuis 15 jours. L'écart avec Emmanuel Macron, qui était de 10-12 points après la guerre, après l'agression russe, n'est plus que de 2,5 points, si j'en crois le rolling IFOP fiducial qui a été publié hier, 26,5 contre 24. Et moi, ce qui me frappe, c'est deux choses. Sur le fond, elle a préempté la thématique du pouvoir d'achat, qui est la thématique qui vraiment domine, écrase, structure la campagne, que ce soit la vie chère, les fins de mois, l'inflation, l'augmentation des prix du carburant. Vous le voyez sur le terrain, j'imagine, et vos auditeurs vous en parlent bien sûr. Et sur la forme, ce qui me frappe, et j'ai bien entendu votre reportage, c'est qu'elle a métamorphosé son image. Elle s'est dans un sens chiracisée, elle apparaît comme sympathique, elle apparaît comme proche des gens, et tout ça, cet alliage fait qu'aujourd'hui, face à Emmanuel Macron qui apparaît comme le président des crises, le président rempart, mais qui n'incarne plus le changement, la projection, elle incarne une forme de mouvement. Et du coup, Frédéric Dabi a-t-elle une chance, que d'autres considéreraient comme un risque, de devenir présidente de la République au soir du 24 avril? Alors, je suis prudent parce que, cher Paul Amar, et vous le savez, avant le 24 avril, il y a le 10 avril. Ce sont deux élections différentes et le rapport de force électorale qui sortira le 24 avril sera très fortement conditionné par l'ordre d'arrivée au soir du 10 avril. Est-ce que Marine Le Pen peut arriver en tête? C'est une possibilité, vu la dynamique, vu l'écart qui s'est très fortement réduit. Est-ce qu'elle va avoir des soutiens? Quid de la campagne? Tout ça rend les choses très incertaines, même si, quand on regarde les seconds tours mesurés actuellement, donc qui ne prennent pas en compte la connaissance des résultats du premier tour, on a des rapports de force très serrés qui rappellent des Chirac-Jospin en 95, de Ségolène Royal Sarkozy en 2007, c'est-à-dire du 52-48, du 53-47. C'est particulièrement serré, rien à voir avec la logique d'élimination qui prévalait, j'ai envie de dire, automatiquement pour les candidats d'extrême droite en 2002, voire en 2017. Très juste, et j'ai bien entendu ce que vous venez de dire, Frédéric Dabi. Elle pourrait arriver en tête au soir du 10 avril, malgré la présence d'Éric Zemmour, ce qui veut dire que si Éric Zemmour n'avait pas été candidat, elle serait nécessairement arrivée en tête devant le président sortant. Oui, sans doute, oui, mais Éric Zemmour lui a rendu un fier service en endossant le costume ou la casaque du candidat extrémiste qui a complètement échappé à Marine Le Pen. Une enquête très récente IFOP Vaesolis considérait montrait plutôt qu'une majorité de Français considérait qu'elle était attachée aux valeurs démocratiques, qu'elle pouvait défendre la démocratie. Vous vous souvenez des enquêtes historiques de mes confrères de la Sofres, avec, on avait à l'époque, jusqu'à encore 20 ans, 25 ans, 80% des Français qui considéraient que le FN était un danger pour la démocratie. Tout ça a volé en éclats. Vous qui avez écrit un livre sur l'état de la jeunesse, que vont faire les jeunes déjà le 10 avril? Alors déjà, vont-ils aller voter?
Alors que quand on parle des jeunes, moi je parle là des primo-votants, ceux qui votent pour la première fois à une élection présidentielle, traditionnellement, ils votent beaucoup. Ils votent même parfois plus que la moyenne des Français. C'était le cas en 81, en 95, en 2007. Là, on a sans doute un taux d'abstention record en vue. Et pour ceux qui votent, ils se partagent entre, pour les plus jeunes, un vote Emmanuel Macron, un vote Jean-Luc Mélenchon et un vote Marine Le Pen pour les 23-25 ans, c'est-à-dire ceux qui peinent à s'insérer dans la vie professionnelle. Je vous avais promis de vous libérer à 12h35. Il nous reste à peine une minute. Ce que je retiens de votre propos, et Dieu sait si vous observez bien la société française, c'est votre extrême prudence sur les résultats d'abord du premier tour et ensuite du second tour. Frédéric Dabi. Oui, je suis prudent parce qu'un sondage ne fait pas l'élection. Alors, il y a le folklore qu'on voit chez les candidats mal placés de tirer à boulet rouge sur les sondages. Ça fait partie du jeu, même si parfois il y a une mauvaise foi, si je puis dire, confondante, mais c'est pas notre sujet aujourd'hui. Avec une abstention forte, avec des Français qui pourraient se mobiliser, 1 sur 4 qui déclarent pouvoir changer d'avis d'ici dimanche, avec cette fluidité électorale, l'hésitation entre tel ou tel candidat, tout ça rend le scrutin très incertain, d'où cette prudence. Merci beaucoup Frédéric Dabi pour cette expertise que vous nous avez proposée sur l'élection présidentielle à 2 jours du premier tour. Bonjour Étienne Girard. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste comme nous, rédacteur en chef à l'Express, vous êtes passé chez Marianne, et vous êtes auteur d'un livre qui nous intéresse, publié par Le Seuil, enquête sur Éric Zemmour, avec ce titre Le radicalisé. C'est une enquête extrêmement poussée sur le parcours d'Éric Zemmour, sur ses motivations, ses réseaux, assez remarquable, je dois dire. Mais j'ai une question d'abord personnelle à vous poser. Vous avez dédié votre livre à, alors là je vous cite, à mes arrière-grands-parents, Sadi et Myriam Dassa, raflés le 20 avril 1941 et 5 novembre 1942 à Paris, déportés à Auschwitz, et également à votre mère. Comment un homme dont les arrière-grands-parents ont été déportés peut-il consacrer, j'imagine, au moins 2 ans de sa vie? 1 an et demi, disons. Allez, bon, 1 an et demi, écriture comprise, à Éric Zemmour qui a réhabilité Pétain. Parce que c'est un objet journalistique très intéressant. Je pense que je l'ai observé avec la distance qui convenait, c'est-à-dire sans le diaboliser. Ça ne m'intéressait pas d'en faire un essai, un pamphlet contre Éric Zemmour. D'autres l'ont fait très bien, de façon même souvent remarquable. Moi, j'avais envie d'aller comprendre les ressorts de cette personne qui vient pas de l'extrême droite. Vous l'avez dit, il a eu des propos sur Pétain qui ont pu être extrêmement troublants et même taxés de révisionniste. Il vient pas de ce monde-là. C'est pas quelqu'un qui, à 18 ans, tractait pour l'Action française. Donc j'ai eu envie de comprendre comment cette personne-là, qui est un enfant de parents algériens, est devenu, quelqu'un qui veut nuancer le rôle de Pétain avec quelques visées révisionnistes et quelqu'un d'aussi radical sur toutes les questions identitaires, d'immigration, combien même rien dans son histoire, semble-t-il, mais j'ai pu voir que c'était plus compliqué que ça, ne le prédisposait à devenir un candidat à la présidentielle à la droite de Marine Le Pen. Alors vous mettez ça quoi? Sur le compte du dépit, du complexe social, échec à l'ENA, rejet par la droite, parce qu'il voulait avoir un parcours politique il y a fort longtemps. Il passait son temps à fréquenter les hommes politiques. Pour avoir été directeur du service politique en France 2, je peux le confirmer. Donc voilà, vous mettez ça sur le compte de quoi? Une sorte de complexe social? Comme toujours, c'est un mélange de choses. Oui, Éric Zemmour a un complexe social extrêmement marqué. Il n'a jamais vraiment digéré, même s'il s'en défend aujourd'hui, son échec à l'ENA. Il s'est dit ce jour-là qu'il leur montrerait. Il est dans une forme de surcompensation depuis lors pour accéder à cette élite française et finalement humilié par le haut les énarques qui l'ont humilié quand il était jeune. C'est un des ressorts d'Éric Zemmour. Puis il y a aussi ce ressort plus familial, plus traditionnel. Dans sa famille, il y a l'idée que quand on s'intègre à la France, il faut poursuivre la voie de l'assimilation. À Rome, faites comme les Romains. Ça, c'est quelque chose de sincère et de très fort. Mais ce qu'ont fait les Juifs d'Algérie, qui ont pris des prénoms français. Tout à fait. C'est Paul qui vous parle. Voilà. Mais pour autant,
Doit-on aimer puisqu'on s'affiche comme juif, c'est son cas, des hommes qui ont assassiné des juifs? Doit-on douter de l'innocence de Dreyfus? Enfin, est-ce que ça ne vous a pas apparu monstrueux? Monstrueux, en tout cas extrêmement radical et extrême, évidemment. Monstrueux, non, parce que je pense que je voulais pas m'intéresser à lui comme à un monstre. Justement, dans les positions les plus virulentes, derrière, c'est un homme qui les prend. Donc j'ai eu envie de comprendre comment il en est arrivé là. Effectivement, il y a quelque chose d'absolument stupéfiant dans cette défense de Pétain. Ce qu'il dit sur Dreyfus, oui, est absolument hallucinant. Ça, c'est dans son parcours intellectuel. Quand il arrive au Figaro, il découvre cette droite anti-dreyfusarde, cette droite un peu révisionniste, et il va s'inspirer de plus en plus de ces éléments qui ne représentent pas, bien sûr, la ligne éditoriale du Figaro, mais qui existent dans cet écosystème-là. Il va être de plus en plus attiré par ces gens-là. Voilà, vous avez décidé d'écrire ce livre alors qu'il n'était pas encore candidat. D'ailleurs, vous-même, vous pensiez qu'il n'allait pas l'être. Alors, je pose la question à mon confrère, là, pour le coup, journaliste à l'Express, rédacteur en chef. Est-ce que vous excluez l'hypothèse d'un pacte qui serait diabolique entre Marine Le Pen et Éric Zemmour? Quand on entend Frédéric Dabi nous dire que Éric Zemmour, ce qui est évident, a permis à Marine Le Pen de se recentrer et donc de marcher comme ça peut-être vers l'Élysée, quelle est votre analyse? Un pacte, pas du tout. C'est-à-dire que je l'ai suivi vraiment d'assez près pendant une grande période. Éric Zemmour, c'est quelqu'un qui n'apprécie pas profondément Marine Le Pen. Il aurait été ravi de voir chuter Marine Le Pen. Maintenant, est-ce qu'on peut parler d'alliance objective? Là, c'est plus intéressant et le sujet se pose, c'est-à-dire que je partage tout à fait l'idée qu'Éric Zemmour a été le meilleur directeur de campagne, si je puis dire, de Marine Le Pen, parce qu'en étant si radical, il a détourné l'attention, des médias, c'est évident. Marine Le Pen a pu vivre sa campagne sous les radars, et c'était jamais arrivé de la part d'un ou d'une candidate du Rassemblement national, ex-Front National, puis aussi des associations militantes qui ont l'habitude de cibler le Front National, le Rassemblement national. Et là, j'ai bien senti que l'énergie de ce monde militant s'était déportée vers Éric Zemmour. D'ailleurs, on l'a vu concernant les déplacements. Les déplacements de Marine Le Pen n'ont pas été perturbés. Ceux qui ont été perturbés, les déplacements, c'est ceux d'Éric Zemmour. Comme si, par l'émergence stupéfiante, il faut le dire, et ça a été extrêmement vite, comme une comète, et d'Éric Zemmour, on avait oublié qu'il y avait une autre candidate qui représentait cet espace idéologique, et c'était Marine Le Pen. Voilà, et on s'en souviendra peut-être au soir du 24 avril. Moi, je ne l'exclus pas du tout. En tout cas, merci beaucoup merci pour à cette vous. Contribution au débat. Étienne Girard, enquête sur Éric Zemmour, enquête remarquable, alors, pas partisane, mais remarquable, oui, vraiment. Publié par Le Seuil, mais le titre quand même n'est pas tout à fait neutre. Absolument. Le radicaliser. Allez, on va garder le titre et je tourne le livre pour pas trop voir la photo, parce que j'ai pas la même distance que la vôtre. C'est pour ça que je vous félicite d'ailleurs. Merci beaucoup, Étienne Girard. L'extrême droite française a une particularité qu'on a à peine mentionnée d'ailleurs dans cette campagne. Sa bienveillance à l'égard de Poutine. Éric Zemmour se montrant d'ailleurs le plus emballé. Ah, si on avait eu un Poutine français, avait-il écrit. Eh bien, nous demanderons au colonel Éric Emeraud de définir un crime de guerre. Il est l'ancien directeur de l'Office central de lutte contre les crimes contre l'humanité et l'auteur d'un livre passionnant, publié par les éditions L'Abeille Plomb, La traque est mon métier, un officier sur les traces de criminels de guerre. Selon que vous serez puissant ou misérable, on connaît tous la maxime de La Fontaine, et on espère que Vladimir Poutine, si puissant aujourd'hui, n'échappera pas à la justice pour des crimes de guerre. Désormais avérés, l'ONU a ouvert la voie en écartant la Russie du Conseil des droits de l'homme, Margot. Une décision illégale, a réagi le ministère russe des Affaires étrangères. Une démarche hâtive dénonce la Chine. Sur les 193 pays membres, 93 ont voté pour, 24 contre et 58 se sont abstenus. L'Ukraine s'est dite reconnaissante de cette décision. Elle affirme que les criminels de guerre ne doivent pas y être représentés. C'est la deuxième suspension de l'histoire de l'ONU après l'éviction de la Libye en 2011. Et l'Union européenne a annoncé une nouvelle cinquième salle de sanctions contre Moscou. Les représentants des 27 ont décidé d'un embargo sur le charbon russe et la fermeture des ports européens aux navires russes. Les sanctions prévoient aussi l'interdiction d'exportation vers la Russie
et de nouvelles mesures contre les banques russes. Dans le même temps, l'Union européenne a proposé d'augmenter de 500 millions d'euros le financement pour la fourniture d'armes à l'Ukraine. Des armes demandées avec insistance par l'Ukraine qui malheureusement enregistre de très lourds bilans humains. Au moins 35 personnes sont mortes et 100 blessées ce matin dans une attaque sur la gare de Kramatorsk. 26 corps ont aussi été découverts dans les décombres de 2 immeubles d'habitation à Borodyanka, au nord-ouest de Kiev. À Mariupol, le maire estime les pertes civiles à environ 5000 personnes. 100 000 habitants y sont toujours coincés. 60 à 70% des logements ont été détruits. Et l'Ukraine espère bientôt des sanctions. Oui, tout à fait. La procureure générale de l'Ukraine a annoncé que des enquêteurs étaient présents à Boutcha, Borodyanka, Irpin et Hostomel. Il s'agit de documenter tous les crimes de guerre des occupants. L'ONU devrait également participer aux investigations. Le secrétaire général adjoint des Nations Unies a assuré hier qu'une enquête sur le massacre de civils était la prochaine étape. En attendant, Ursula von der Leyen est en route en ce moment même pour Kiev. Merci Margot. Colonel Éric Emeraud, bonjour. Merci d'être avec nous en direct sur RCJ. Je précise que vous êtes l'ancien directeur de l'Office central de lutte contre les crimes contre l'humanité, les génocides et les crimes de guerre pendant plusieurs années. Et vous êtes l'auteur, j'ai dit qu'il était passionnant votre livre, et je le redis, de La traque et mon métier, un officier sur les traces des criminels de guerre, publié désormais aux éditions de poche, d'ailleurs par les éditions L'Abeille Plonge. Je dois préciser, c'est important de le préciser, que vous avez été attaché de sécurité à l'ambassade de France à Sarajevo de 2012 à 2017. Alors, colonel Éric Emeraud, quelle est la définition d'un crime de guerre ? Pour qu'il y ait un crime de guerre, il faut déjà qu'on ait une guerre, un conflit armé non international ou international, quel cas entre la Russie et l'Ukraine. Ça, c'est la première des conditions. Ensuite, si vous voulez, les crimes de guerre sont définis à travers une succession d'infractions qui concernent les atteintes aux biens, les atteintes aux personnes et la conduite des hostilités. Voilà, c'est ce qui s'est passé manifestement à Mariupol, à Hostomel, à Tchernihiv. Mais vous dites que, en ce qui concerne Boutcha, dont on parle beaucoup ces derniers jours, qu'il s'agit d'un crime contre l'humanité. Pourquoi ? Alors, en fait, il y a, pour le moment, si vous voulez, on part de la base d'un crime de guerre, ça c'est absolument quasiment certain, enfin l'enquête va certainement le révéler. Après, quand vous parlez de crime contre l'humanité, ça suppose une attaque généralisée systématique contre les populations civiles. Donc c'est un crime que l'on va trouver hors conflit armé. Mais dans un cas présent, on a quand même l'impression que des gens ont été exécutés dans la rue, et ça, évidemment, tout ça est lié quand même à l'enquête. Donc moi je suis loin. Mais un certain nombre de correspondants, dont Philippe Sands, par exemple, laissent aussi entendre que l'enquête pourrait révéler des crimes contre l'humanité. Alors, la lecture de votre livre montre et démontre que vous avez mené à la tête de cet office de lutte contre les génocides et les crimes contre l'humanité des enquêtes absolument remarquables, alors, et qui parfois prennent du temps, et vous le dites. Comment démontrer la véracité d'un crime de guerre ou d'un crime contre l'humanité en ce qui concerne, par exemple, l'Ukraine en ce moment ? Alors, le temps est notre principal ennemi dans un premier temps, c'est le cas de le dire, puisqu'il faut fixer en fait la scène de crime, il faut récupérer tout un tas d'éléments. Alors déjà on démarre des cadavres, ensuite on fait des autopsies, à partir de là on va déterminer les causes de la mort, ensuite on va donc aller recueillir un certain nombre de preuves d'ordre photographique, vidéo et d'images satellites. Et aussi des éléments de renseignement qui nous sont transmis éventuellement par des services adaptés. Et enfin, et c'est là où du coup le temps devient notre ami, on fait tout un tas d'auditions, comme je le démontre dans le livre. Au Rwanda, on peut aller jusqu'à une centaine d'auditions, de telle sorte qu'on puisse avoir une physionomie et une photographie la plus précise de la situation. Et s'il y a des manipulations, et c'est quand même des sujets sur lesquels on est souvent, on est concerné par ce type de manipulation, et on va vite le voir. Au bout d'une centaine d'auditions, vous savez, s'il y a un trou dans la raquette, vous vous en rendez compte. Alors justement, les enquêtes que vous avez menées sur les auteurs de tels crimes au Rwanda, en Serbie, au Libéria, et l'arrestation de leurs auteurs montrent que vous avez fait preuve d'un très grand professionnalisme. Cela veut dire que s'il est avéré dans quelque temps, quand je ne sais pas, mais dans quelque temps, que les Russes ont commis des crimes de guerre en Ukraine, cela sera démontré, avéré. Il n'y aura pas de doute possible grâce au travail des enquêteurs tels que le vôtre à propos d'autres pays.
Ah oui, je le pense. C'est-à-dire quand je vois certains tweets ou certaines communications de l'ambassade de Russie qui nous expliquent que tout ça est un gigantesque montage, bon, je trouve que c'est quand même assez fort de café. À partir du moment où les enquêteurs de l'ONU, comme vous l'avez dit auparavant, ainsi que les enquêteurs ukrainiens en matière de crimes de guerre, en plus, si effectivement on peut leur adjoindre des enquêteurs de la France ou d'autres pays, l'Allemagne, puisqu'on a été saisi de dossiers les concernant. Croyez-moi que la physionomie et la photo du crime de guerre sera rapidement démontrée. Qu'avez-vous ressenti, colonel Éric Emeraud, lorsque, avec vos équipes, vous avez arrêté par exemple Félicien Kabuga, devenu prêtre après avoir commis des massacres au Rwanda? Alors, en fait, il y a deux choses. Il y a dans l'histoire du livre, je raconte cette histoire du prêtre, effectivement, qui a été arrêté en France, mais bien sûr, j'ai reconstitué l'intégralité des données pour éviter que je puisse avoir des problèmes avec les magistrats, les avocats, etc. Félicien Kabuga est le présumé financier du génocide, donc il est finalement parmi d'autres, mais il est à l'origine d'1 million de morts. Si tout ça est démontré à l'occasion de son procès. Donc effectivement, le jour où on arrête quelqu'un comme Félicien Kabuga après 25 ans de cavale et une prime de 5 millions de dollars, je crois, sur sa tête, on éprouve un sentiment de satisfaction déjà parce que c'est un travail d'équipe dans lequel on peut trouver énormément de coopération internationale. Au départ, on démarre là-dessus parce que nos collègues anglais nous donnent un renseignement, on rebondit, on tire la ficelle et puis progressivement on s'aperçoit que oui, c'est possible, il est peut-être en France. Et voilà, et ce travail, c'est un travail d'équipe au niveau national avec l'Office et celles et ceux qui ont travaillé sur ce dossier, les directrices d'enquête, directeurs d'enquête, et puis de coopération internationale avec le mécanisme, que je ne mets pas, le mécanisme du tribunal pénal international pour le Rwanda. Voilà, donc c'est un sentiment de satisfaction énorme, parce qu'on sait aussi que tous les Rwandais attendaient ça, et croyez-moi, j'ai reçu des messages qui vont droit au cœur. Mais alors, vous êtes militaire, donc rompu à toutes les épreuves, mais vous êtes aussi un homme. Quand vous découvrez, par exemple, que Radomir Sunjar, dit Lalko, arrêté, avait massacré des dizaines de civils bosniaques, dont des enfants, brûlés vifs, l'homme que vous êtes, que ressent-il? Qu'éprouve-t-il? Le sentiment de la justice, parce qu'il a été finalement condamné à 25 ans de prison en appel par la justice bosnienne. Donc c'est un sentiment de justice, du travail accompli, parce que si la justice ne passe pas, croyez-moi, dans 10, 15 ou 25 ans, il suffit du moindre populiste qui passe par là et qui souffle sur les braises et tout est reparti comme en 14. C'est d'ailleurs ma crainte pour l'Ukraine. C'est la raison pour laquelle je pense qu'il est indispensable que la justice passe et qu'elle soit ferme et définitive. Et d'ailleurs, à ce propos, je rappelle votre devise, la devise de l'Office, le temps passe, la justice demeure. Pensez-vous que la justice, justement, demeurera à l'égard de Poutine, et si ces crimes sont avérés, qui serait jugé? L'officier qui était à Boutcha, qui est désormais identifié, on connaît son nom, ou Poutine et les dirigeants du pays? Est-ce que Poutine, pour être clair, est-ce que Poutine pourrait être jugé un jour? Juridiquement et techniquement, oui, c'est possible. Il peut faire l'objet d'un mandat d'arrêt international. Après, se posera la question de son arrestation. Soit il est remis aux autorités, mais j'ai du mal à le croire, même si on ne peut pas véritablement connaître l'état de la Russie dans 5, 10, 15 ou 20 ans. Donc ça, c'est un premier point. Ensuite, je pense que parce que là, on a pris l'angle crime de guerre, mais je rejoins assez la position de Philippe Sante de rechercher l'angle crime d'agression. Et dans ce cas-là, on va buter systématiquement sur les vétos du Conseil de sécurité. Donc, si vous voulez mon avis, je pense qu'il faut rapidement réformer le Conseil de sécurité. Parce que on a quand même 3 pays là qui, visiblement, en tout cas, n'ont pas ratifié le statut de Rome. Et cet avis est d'autant plus pertinent que tout de même, il faut le rappeler, justice est passée pour des crimes commis au Rwanda, en Serbie, au Libéria,
Mais justice n'est pas passée pour les crimes commis à Alep, en Syrie, avec l'aide de Poutine, des civils massacrés par centaines de milliers en Syrie, et en Tchétchénie, à Grozny, une ville rasée. La justice n'est pas passée, et Poutine dirige le pays depuis près de 20 ans, la Russie. Vous avez parfaitement raison. Comme disait M. Perben, c'est pas la valeur d'une sanction qui est importante, encore que, dans ce cas-là, c'est sa certitude. Or là, il n'y a jamais de certitude en matière de justice internationale parce que le système qui a été monté de manière complexe, évidemment, parce que les États n'ont pas forcément intérêt à aller jusqu'au bout de la logique, et c'est ça qui ne va pas. Donc je pense que là, dans l'avenir, si vous voulez, il y a deux problèmes. Il y a le climat et la justice internationale. Merci beaucoup, colonel Éric Emeraude. Je rappelle le titre de votre livre, « La traque est mon métier », un officier sur les traces des criminels de guerre, publié aux éditions Poche désormais par L'Abeille et Plomb. Merci encore. Merci pour votre accueil. Merci. Cette émission est bientôt terminée. Elle se terminera avec notre rubrique habituelle, celle de Grimbe, qui, vous allez voir, elle est très cohérente dans tous ces dessins qu'elle nous propose. Bonjour Grimbe. Bonjour Paul. En vous parlant, je cherche, voilà, ça y est, je l'ai sur mon portable, votre dessin que je vous laisse décrire. Remarquable dessin, allez-y. Alors, le dessin d'aujourd'hui porte sur le premier tour imminent des élections à la présidentielle. Et il est à propos d'une candidate, Marine Le Pen, qui, et c'est le titre du dessin, en a dans le ventre. Et on voit Marine Le Pen qui est une poupée russe, ou matrioshka, et c'est la plus grande, la principale des poupées, qui est ouverte et qui permet de voir la seconde qui est imbriquée à l'intérieur et qui est Vladimir Poutine. Voilà donc ce que Marine Le Pen a dans le ventre, et j'ai pour ma part pas du tout envie de découvrir ce qui se cache dans les autres. Eh bien, écoutez, vraiment remarquable. Et ce dessin, vous l'avez fait mais en connaissant le thème de notre émission, ou vous avez décidé de le faire en début de semaine, Alors par non, exemple? je ne connaissais pas le thème de l'émission, mais bon, je me suis douté que ça tournerait autour du sujet. Eh bien, on est complètement raccord. C'est votre façon à vous de nous signifier que, je le rappelle, que Marine Le Pen, Éric Zemmour éprouvent toujours une immense sympathie à l'égard de Poutine, que Éric Zemmour se voyait d'ailleurs en Poutine français, je le cite, et que Marine Le Pen, je dois le dire, c'est pour ça que ça pourrait être la légende de votre dessin, mais qui n'en a pas besoin, que Marine Le Pen a été financée quand même lors de sa dernière campagne par l'argent russe, qu'elle n'a toujours pas remboursé, je crois, 9 millions de dollars. Je ne sais pas si elle va les rembourser. C'est peut-être le prix de la sympathie qu'elle éprouve pour Vladimir Poutine. Donc vous êtes complètement raccord. Merci beaucoup. Marine, elle en a dans le ventre. Bon, je l'ai regardé une dernière fois et maintenant, je passe au nouveau WhatsApp. Merci encore, Grimbe. Cette émission est terminée. On se retrouve vendredi prochain. Mais entre-temps, évidemment, Rudy Saada avec ses équipes auront le temps de commenter les résultats du premier tour de l'élection présidentielle qui se déroulera dimanche. Bon week-end.